Tiers livre, une série qui s'intitule Les numériques, 10 ans après, 10 ans juste après la parution de cet essai, après le livre, parce que 10 ans c'est énorme dans les temps de la transition numérique de l'écrit et toutes ses conséquences. Alors, 40, ça laisse le temps de faire les choses chronologiquement, et puis là, c'est se dire, oulala, si de l'imprimerie, tu passes à Dürer, de Dürer, tu passes à Rabelais, puis de Rabelais, tu vois. Non, c'est pas comme ça. C'est plutôt se dire, il y a une masse de questions. Évidemment, Rabelais sera figure centrale, et on va revenir à lui. Évidemment, la traversée du 19e siècle, Baudelaire, Balzac, il y a plein de choses là à cogiter. Mais se dire, en avançant ces vidéos, c'est comment moi, je me réapproprie et je retraverse ces questions. Et la question qu'aujourd'hui je voulais appréhender, c'est qui nous revient toujours un petit peu dans la figure, c'est dire waouh, la technologie. Ou oui, toi, tu as fait des études d'ingénieur, bah, tu parles. Ah si, on avait commencé à faire des cartes Fortran pour les machines à tailler les engrenages. Formidable, mais quel rapport avec la littérature? En plus, ensuite, je m'en suis fait virer de l'école d'ingénieur. C'est même comme ça que j'ai commencé à écrire, balancé en intérim à Moscou sur un chantier, puis que j'avais acheté un cahier. Donc c'est pas la technologie en elle-même. C'est pour ça que pour moi, cette question, est-ce que la moindre image, l'imposition ou l'apposition des mains avec des pigments sur la paroi d'une caverne, ou le roseau taillé de biais qui fait trait triangle sur une tablette d'argile, c'est à chaque fois arriver à penser comment est présente la technologie dans l'invention ou la genèse de récits dans telle époque de la littérature. Par exemple, on ira voir ça aussi pour ce qui concerne la littérature épistolaire, de Madame de Sévigné à Choderlos de Laclos, les liaisons dangereuses. Mais attendez, on a le temps. Pour moi, cette question, c'était de dire, peut-être qu'il y en a assez qu'on nous dise, ouais, le numérique, c'est la technologie, alors que là, il n'y en a pas. C'est pour ça que j'ai fait cet épisode, là, il y a quelques jours, sur l'odeur du papier. C'est pas la question de l'amour du livre. Moi aussi, j'en ai besoin de mes livres. Moi aussi, j'en écris. Je continue d'en publier des livres. C'est simplement que, précisément, le livre est un enjeu technologique largement aussi compliqué que nos petits outils favoris qui changent énormément, là, évidemment, la relation. Que le livre est un outil technologique, aussi sophistiqué ou pas, mais en tout cas, dans le même niveau, dans le même ordre de sophistication, et avec les mêmes enjeux politiques et économiques qu'un objet comme ça, qui est aussi un objet de lecture et de partage ou diffusion de lecture, comme le livre est un outil de partage, diffusion de lecture. C'est-à-dire qu'en réouvrant l'histoire de la littérature, et pas une histoire objective, ça aussi il faudra y revenir, comment la littérature s'invente, comment ce qui est littérature s'invente rétrospectivement, mais pas aujourd'hui. Mais là où vous pouvez dire, dans ce qui m'est proche, dans ce qui m'a le plus aidé à me constituer dans mon écriture, et aujourd'hui je vais parler de Gustave Flaubert, là où on ne me parlait pas de technologie, eh bien, je vais revenir regarder ça d'un petit peu plus près. Et le paysage, en se transformant, est-ce que c'est pour justifier de la technologie? C'est pas ça la question. C'est dire en quoi se déplie, tel qu'on va le faire rétrospectivement, avec quelques exemples concernant Gustave Flaubert, en quoi se déplie m'aide à explorer, ou en tout cas mieux comprendre, comment je peux garder, m'accrocher à mon indépendance, ma liberté et mon invention, alors même que les contraintes techniques sont plus, sinon plus envahissantes, plus immédiates, certainement. C'est-à-dire que la question, c'est pas de dire « Ah, il y a toujours eu technologie
dans l'écriture, la question, c'est de dire, est-ce que le numérique inclut, par changement d'échelle, une rupture dans la nature de ce rapport de l'auteur à la technologie? Alors Flaubert, moi, à cause d'une phrase, c'est une phrase qui est dans la correspondance, un de ces rituels fétiches, avant chaque période de rédaction, c'est toujours précédé d'une immersion lecture, et dans cette immersion lecture revient justement Rabelais, revient Gargantua, et une phrase du Gargantua, comme assez savait qu'Afrique apporte toujours du nouveau. Et même comme on n'a pas encore l'élision, il faudrait dire comme assez savait que Afrique apporte toujours du nouveau. Avec ce même appui sur nouveau, comme dans Baudelaire. Qu'importe au fond du gouffre pour trouver du nouveau. Et Flaubert ajoute, chaque fois que je relis cette phrase, j'y vois des hippopotames, des girafes. Ce qui me fait aussi un peu le lien avec le rhinocéros de Dürer. Alors pourquoi Flaubert? Et en quoi il est technologique? Par exemple, le processus d'écriture. Son processus d'écriture, est-ce que ça appartient à la technologie? Probablement pas. En tout cas, ce que je vais vous dire dans la première description. Simplement, quand vous, aujourd'hui, vous utilisez un traitement de texte, c'est-à-dire recopier en effaçant le fichier ou retravailler dans l'intérieur du fichier, ce geste d'écriture qui est le même que le plus vieux ou le plus éprouvé geste de l'entrée en écriture, nous, dans notre univers, il est technologique parce qu'on travaille avec le traitement de texte, ou le traitement de texte plus l'imprimante. Alors comment Flaubert compose à la Bovary? Bien d'abord, c'est des séquences rythmiques. C'est en gros, une fois tous les 2 mois, pendant une vingtaine de jours, au plus long, on s'attaque à la rédaction d'un chapitre. Ce qui fait que sur 4 ans, on aura accumulé la suite des chapitres qui vont définir la suite des grands livres de Rabelais, Bovary, Éducation sentimentale, Bouvard et Pécuchet. Qu'est-ce qu'on fait dans les périodes intermédiaires? Eh bien, par exemple, c'est la documentation. Quand vous écrivez Salammbô et toutes ces guerres puniques ou les sacrifices ou le défilé de la hache, eh bien, les relectures vont être des relectures de documentation, de bibliothèque, d'historiens du passé, même si, justement, une fois l'entrée en écriture faite, on casse et on oublie. Et c'est pour moi encore un des petits indicateurs de ce que je cherche là, que ce dépli qui est plus sensible dans Salammbô que dans Bovary ou Éducation sentimentale, c'est-à-dire comment nous, le fait que la documentation vienne directement par le même écran d'ordinateur, avec l'accès à toutes les bibliothèques, à toutes les représentations, à toutes les images, même si l'exhaustivité du tout, c'est encore une autre question, puisqu'on est soi-même producteur de ces contenus, à même qu'ils s'affinent. Si on installe notre texte en ligne, ça prouve bien qu'il n'y avait pas tout, il y avait juste la petite place manquante pour notre texte. Mais chez nous, le fait que la documentation traverse la page même de l'écriture, c'est quelque chose qui oblige à penser la technologie pour retrouver notre liberté et notre indépendance, malgré le fait technologique de la présence machine. Et dans Flaubert, eh bien, on a cet indicateur parce que ça se sépare. Prenons un chapitre de la Bovary, et je rappelle que sur le site de l'Université de Rouen, c'est un travail initié par Yvan Leclerc, et depuis presque 20 ans maintenant, si je ne me trompe pas, il y a eu par exemple cette période où il faisait appel, on recevait une page, une image des manuscrits, des brouillons de Bovary, et puis on a dû être 400, 500 à faire ça, et puis vous-même, tout ce que vous faisiez, vous prenez le temps que vous voulez, mais vous transcriviez ce tout petit endroit du brouillon dont Yvan Leclerc et son équipe vous avaient envoyé l'image, et donc on a sur le site de l'Université de Rouen aujourd'hui une exploration génétique complète de la Bovary. Eh bien,
Flaubert, donc ça ensuite c'est un critère de temps, c'est-à-dire qu'il y a le temps, tous les 2 mois, environ 3 semaines de travail d'écrire. Est-ce que le temps qui n'est pas celui d'écrire, de la consultation web par exemple, est-ce que ça participe de l'écriture? Et oui, c'est là où pour moi, on réfléchit sur le présent, à tâtons, dans l'obscurité, dans des zones de tous les dangers. Et si vous réouvrez des laboratoires rétrospectivement, vous pouvez en dissocier des paramètres. Par exemple, la contrainte d'écrire. C'est que Flaubert, dans la correspondance, parle souvent des contraintes de lecture. Pour lui, c'est 3/4 d'heure. Si tu ne trouves pas dans la journée 3/4 d'heure pour t'astreindre à lire, et pas lire le journal, lire les classiques, travailler la lecture, ça ne marchera pas, l'écriture. Est-ce que ça vaut encore aujourd'hui? Question ouverte. Là où il vit à Croisset, il y a sa vieille maman et il y a sa nièce, Caroline, nièce qu'il élève lui-même avec sa mère, puisque sa propre sœur, Caroline aussi, qui avait épousé jeune un de ses amis, Amar, est morte en couche. Et c'est seulement quand la vie familiale, ce petit monde est couché, qui faisait la grasse mat, on n'enquête pas là sur le détail, que vers 22h, Flaubert s'installe à sa table de travail et travaille quoi? Est-ce que ça peut dépasser 3 heures? En général, non. Lui, ça va de 22h, 22h30 jusqu'à 2h, 2h30. Il écrit quoi? S'il est prêt à entrer dans le chapitre, ça fait 10 pages. On laisse les 10 pages, on revient le lendemain et on recopie les 10 pages. Elles vont en faire 14. Et le 3e soir, on va reprendre les 14 pages et on recopie en entier. Il va se passer quoi le 3e ou le 4e soir? On ne pourra pas recopier la totalité parce que ça a grossi et qu'on va plus lentement. Donc, il faudra 3 soirs pour écrire la 4e version qui, elle, va faire 20 pages. À partir de là, en gros, ça ne monte plus, mais ça se transforme. Et pour un chapitre comme les comices agricoles de Madame Bovary, en gros, on a 500 pages de recopie pour un chapitre qui fera toujours 20-25 pages. Je simplifie un petit peu, mais pas trop. Une autre chose beaucoup plus étrange dans la graphie de Flaubert, c'est que plus on est dans les premières étapes de ces manuscrits, moins il y a d'orthographe. Ça, par exemple, dans le monde d'atelier d'écriture, quand vous êtes avec des lycéens, des étudiants, mais c'est-à-dire cette défiance, savoir qu'on écrit avec des fautes. Bon, tu leur montres à quoi ça ressemble une page de Flaubert. Est-ce que tu peux te concentrer sur les conventions en même temps que tu te concentres sur comment tu attrapes le récit, comment tu fabriques là cette scène, cette nuance, cet instant. Et ensuite, est-ce que Flaubert a la capacité même de corriger ces fautes? Des fois, il fait des lettres à George Sand où ils font exprès de parler là, en phonétique. Mais bizarrement, Flaubert est jamais à l'aise. Est-ce que Flaubert, comme 30 ans après lui sera le cas, donnera ses manuscrits à dactylographe? Non, la machine à écrire va juste venir après lui. Par contre, il y a les copistes. Les copistes, c'est aussi ce qui est mis en abîme dans Bouvard et Pécuchet, puisque ces deux types sont deux copistes. C'est d'ailleurs ça la magnifique fin du livre. Et qu'est-ce qu'on donne aux copistes? Eh bien, c'est un premier jet qui, très longtemps, ce sera un peu moins le cas à la fin de sa vie. Est-ce qu'il y a des virgules et des points? Non, il y a des tirets. Et cette forme des tirets, c'est une forme d'écriture extrêmement savante. On la trouve chez Valéry, on trouve dans des tas d'œuvres contemporaines, je pense à Daniel Colobert. C'est un principe d'égalisation de la syntaxe, un principe presque de parataxe. Tous les éléments à valeur égale par le tiret. Donc c'est quelque chose de constitutif de l'image de Flaubert. Mais le déroulé de la phrase, est-ce qu'il est compatible avec les tirets? Non, il est une indication de rythme et de coupe. Bien ça, bizarrement, dans en tout cas une grande partie de son écriture, il le laisse au copiste. C'est le copiste qui introduit la ponctuation. C'est bizarre, non? Et par contre, c'est le texte du copiste, éventuellement retravaillé, je ne sais plus trop le détail, qui lui partira pour la publication revue
et pour la publication livre qui va suivre la publication revue. Tout ça, c'est important. Une autre incidence, chose qu'on entend aussi, mais l'écrivain, c'est pas la tour d'ivoire, mais dans cet état solitaire de l'écrivain. Ben je veux bien, ouais, de toute façon, il y a un moment, t'es tout seul. Parce que Flaubert, il est solitaire. Dans ces 3 semaines, même là, quand t'as fini à 1h30 du matin, lui, il dit ça, il y a le mot bourrichon, se calmer le bourrichon. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il se met à écrire des lettres. Ça veut dire que l'écriture continue, mais tu n'as plus la densité de l'affrontement. Écrire des lettres à Louis Collet, à Louis Bouillet, à Madame Leroyer de Chantepie, cette extraordinaire correspondance avec cette dame anonyme d'Angers, mais où il parle de l'écriture beaucoup plus qu'avec les autres, eh bien, c'est parler de l'écriture. Il y a dans la correspondance. Pourquoi c'est si génial de lire la correspondance? Il y a une page, il est révolté contre lui-même, il y avait 2 qui dans une seule phrase. Mais ce temps de la correspondance, il est un temps social, puisque pendant 1h30, tu continues d'écrire des lettres. Nous, on fait des billets de blog, on fait des mails. Est-ce que c'est une atteinte à l'état de l'écrivain? Pour Flaubert, il se trouve que non. D'autre part, est-ce qu'il est à Croisset toute l'année? Il passe les hivers à Paris, près du cirque d'hiver actuellement. Il y a une petite plaque d'ailleurs à ce moment-là. À quoi il passe son temps? Avec ses pipelettes de frère Goncourt, dans un salon qui s'appelle le salon de la princesse Mathilde. Est-ce qu'il écrit dans ces périodes-là? Franchement, il a d'autres choses à faire. C'est pas forcément glorieux même. Est-ce que c'est incompatible, cet état social, y compris donc de la discussion, du salon, mais en même temps, salon entre écrivains, ou le voyage? Ce voyage avec Maxime Ducamp, donc c'est la question de l'expérience. Ceux qui ont lu son voyage en Bretagne, par les champs et par les grèves, déjà avec Maxime Ducamp. Ou bien, on va finir là-dessus, tout simplement. Est-ce qu'il y a de la technologie là-dedans? Par exemple, ce moment de la correspondance où il est au Caire, dans le voyage avec Ducamp, et que Ducamp a amené avec lui du matériel photographique. On est en 1845. Il a amené donc ce gros boîtier lourd, parce que Nadar n'a pas encore fait, vous savez, cette invention technique qui s'appelle le détective. Le détective, c'est quoi? C'est une chambre de bois plus restreinte, et puis derrière, la révolution de Nadar, c'est qu'on peut obturer et changer les châssis. Donc on part le matin avec 6 plaques de verre, et on a juste à mettre un châssis et puis un autre. Wow, quelle révolution technique! Et c'en est une, réellement. Alors je ne sais plus si Ducamp a déjà un détective ou pas, mais je crois pas. Donc c'est très long. Il lui faut 3 heures avec ses plaques, le rideau sur la tête, pour faire des photographies du port du Caire. Or, où elles sont ces photographies? Elles sont au Met, à New York. Elles sont toutes petites. Et quand vous voyez ces photographies de Ducamp en 1845, évidemment vous les considérez comme nécessaires. Évidemment, un moment décisif, même dans l'histoire de la photographie. Lui, Flaubert, il est là à ruminer. C'est quoi un écrivain? Au lieu de dire et de décrire, il fait de la photographie avec de la chimie et de la physique, la même position que Baudelaire, qui a le même âge que lui. Donc c'est ce refus-là de la technologie qui fait que, paradoxalement, on re-rentre technologiquement dans Gustave Flaubert pour ce voyage autour de la Méditerranée. Il avait emmené 120 plumes, des plumes d'oie qu'il a passé plusieurs jours à tailler avec son petit canif pour disposer en partant d'une boîte contenant 120 plumes d'oie taillées. Parce que ce qu'il va en trouver sur place à Beyrouth ou au Caire. Et là, quand il est en train de faire ça, sa colère, c'est dire, mais ces types qui écrivent avec des plumes de fer, si vous écrivez avec des plumes en métal, qu'est-ce que vous pouvez mettre d'âme dans ce que vous écrivez? Si vous écrivez avec un petit bout d'animal, la plume d'oie, que vous avez vous-même taillée, au lieu qu'elle ait été emboutie en série, là, on a typiquement une intersection entre l'écrivain et son outil. Et chez Flaubert, sur le refus de l'outil.
C'est-à-dire la différence entre une plume taillée, l'obligation de partir avec 120 plumes d'oie, imaginez le troupeau des oies à qui il a fallu arracher tout ça, plutôt que ces petites boîtes qui étaient si belles dans notre enfance, si lourdes, ces toutes petites boîtes avec la petite étiquette typographiée, où quand on l'ouvrait, on en avait là, plein de petites plumes dedans, de fer. C'est là-dessus que je voulais aussi arriver. Est-ce que l'objet technique modifie le récit? Alors chez Proust, ce sera évident. Pour nous, prenez quelqu'un comme Jean Rollin, qui n'est pas un fondu de l'informatique, prenez son livre Le Détroit d'Ormuz. Ce qui est fabuleux, c'est que pour travailler sur tous ces dangers, là, ces affrontements entre pays, il utilise Google Earth. Et vous savez que dans Google Earth, vous avez une petite option, afficher l'horloge, et qu'à ce moment-là, arrive dans le bandeau du bas qu'il existait une photo. Alors à New York, ça remonte quasiment aux années 2000 au tout début, mais en général, vous voyez 2002, 2004, 2008, etc., le passage des différents satellites, et vous pouvez remonter dans le temps. Et même Google a ajouté une autre fonction, si vous avez glissé, par exemple, en 2012 sur la rue qui est devant chez vous, et que à ce moment-là, vous appelez Google Street View, eh bien, vous avez la première photo Google Street View. À l'époque, bon, tout ça, c'est de la technique, évidemment. Qu'est-ce que ça change à notre récit? Jean Rollin, qu'est-ce qu'il fait dans Ormuz? Eh bien, il dit tel jour, il y avait tel bateau, tel jour, on voit qu'il y avait un porte-avions et un croiseur, etc. Tel jour, on voit que le port, etc., a été bombardé, etc. Et en note, il indique les URL. Vous allez recopier les URL dans le livre Ormuz pour vérifier que Jean avait raison. Non, vous partez à l'exploration de Google Earth, et de la même façon que je l'ai fait avec son livre Le Pont de Beson, là où il revient à périodes régulières dans des petits points cruciaux de la vallée de la Seine. Là, il y a le livre de Laura Vasquez, c'est un roman d'aujourd'hui, mot roman pas important. Ce qui compte, c'est que un type publie ses poèmes en ligne. À partir de là, toutes les relations, tout ce qui se construit, on creuse quoi? On creuse la même chose que Madame Bovary. Qu'est-ce qui nous relie? Qu'est-ce qui fait société? Qui on est pour se comprendre dans le présent? Eh bien, si aujourd'hui ça passe par des usages numériques, eh bien, cette vieille matière littéraire intégrera ces usages dans le récit lui-même. Il y a ça chez Flaubert. Prenez la Bovary, l'opération du pied beau, cette opération qui rate. La description technique de l'opération du pied beau, c'est un état précis de la médecine à son époque, et c'est ça qui génère la structuration du récit. Prenez le début de l'éducation sentimentale. Coup de foudre entre Madame Arnoux et puis Frédéric Moreau. Madame Arnoux est assise au bout du bateau. Qu'est-ce qu'on entend? Le bruit des roues à aubes. Et dans ce bruit régulier des deux aubes qui donnent le mouvement au bateau qui remonte à la Seine, le paysage défile. La rotation et son rythme, le défilement qui rend flou le paysage, fait que le personnage qui est face devient le surgissement et le coup de foudre. Donc là encore, un objet technologique neuf, la mécanisation de la navigation sur la Seine, produit le roman comme la révolution de 1848 devient un nœud évidemment important dans le roman. Voilà, assez sur Flaubert, mais pas Flaubert qui compte. Cette question de comment on assure notre liberté dans la médiation technologique de notre travail. C'est pas seulement les outils, c'est le rapport au monde et les objets dont on fait récit, parce qu'on n'a pas le choix de ce qu'on décrit, et que pour déplier ces paramètres dans l'obscurité où on est, eh bien, si on reprend un peu nos vieux auteurs chéris, ils y sont, les paramètres. Ils nous aident à comprendre. Merci Gustave.